Hello, dans cette vidéo, on va voir comment booster votre usage de ChatGPT avec des prompts, des frameworks et notamment du code. Donc, on va faire une vidéo en 3 parties. La première, ça va être améliorer la qualité de ces prompts pour avoir des prompts de nettement meilleure qualité. La deuxième, ça va être améliorer ces frameworks de prompts. Donc, on va voir qu'il y a des façons de structurer ces prompts au-delà de ce qu'on met dedans qui vont nous permettre d'avoir des résultats différents en fonction des tâches. Et ensuite, on finira avec une partie qui est comment on peut mixer ChatGPT et du code pour avoir des usages encore plus poussés. Donc, dans la première partie, on va parler de l'amélioration des prompts. Peut-être, ça peut être intéressant de redéfinir ce qu'est un prompt pour ceux qui savent pas. Le prompt, c'est la donnée qu'on envoie à ChatGPT en entrée qui va lui permettre de générer du texte. Si vous savez pas ce que c'est ChatGPT, je vous invite à aller voir sur chat.openai.com et vous allez voir l'intelligence artificielle d'OpenAI et sa capacité à générer du texte pour nous. Donc, ce qui est très important quand on va travailler un prompt, ça va être de donner un rôle et de donner une posture que ChatGPT va devoir adopter. Donc, pour ça, ça va lui permettre d'avoir un peu plus de contexte et d'avoir du contexte qui est pas forcément défini très clairement, mais beaucoup plus vague sur la façon dont il va se comporter pour réaliser votre tâche, et d'adapter aussi son comportement en fonction du rôle que vous lui avez donné. Si vous lui donnez un rôle de consultant, ça va pas être la même chose que si vous lui donnez un rôle d'assistant dans sa réponse et dans sa formulation. Ou si vous lui donnez le rôle d'un pote avec qui vous discutez de vos problématiques. Donc ça va être important de lui donner un rôle très défini qui va lui permettre de se projeter dans le comportement qu'il va devoir avoir pour cadrer aussi un peu la façon dont il va vous répondre. Ensuite, ce qui est aussi très important, c'est d'utiliser des verbes d'action précis. Il faut imaginer plus on donne des ordres précis à ChatGPT, plus il va faire ce qu'on lui demande. Si on lui donne des verbes d'action qui sont un peu flous, comme fais-moi, ça va être compliqué pour lui de savoir ce qu'il doit faire exactement. Alors que si on lui dit écris-moi, rédige-moi, donne-moi des idées, brainstorm avec moi, etc., de manière la plus impérative possible, on va se retrouver avec des rendus de ChatGPT qui sont beaucoup plus proches et beaucoup plus pertinents par rapport à ce qu'on imaginait et ce qu'on veut qu'il fasse. Ensuite, ce qui est important de donner à ChatGPT, on peut se rendre compte quand on va l'utiliser qu'il va avoir tendance à faire un peu qu'à sa tête. Et donc, ce qui peut être intéressant, ça va être de lui donner de la structure et lui donner des idées ou des pistes de réflexion quand on veut qu'il développe certaines phases. Donc, comment ça va se passer? Si on donne de la structure, par exemple, pour avoir ChatGPT qui vient nous aider à rédiger un article de blog, on va pouvoir lui donner les grandes parties et les grandes sections qu'on voulait mettre dans l'article. On va pouvoir lui donner des titres potentiellement qu'on veut retrouver dans l'article. Et ça va lui permettre de lui donner une colonne vertébrale dans ce qu'on veut qu'il produise pour nous. Et ça va lui permettre aussi d'avoir exactement le même axe que celui qu'on voulait développer avec ChatGPT. Et donc, on va se retrouver avec un ChatGPT qui va sublimer les pensées et l'axe qu'on voulait mettre en place plutôt que d'imaginer un axe potentiellement sur un sujet. Donc ça peut être très bien si on maîtrise un sujet et qu'on veut juste avoir ChatGPT comme aide à la rédaction. Ensuite, il va falloir lui donner des idées. C'est-à-dire que par exemple, si on lui dit de faire un comparatif entre 2 ordinateurs, ça peut être un des exemples d'articles qu'on veut rédiger, ça va être intéressant de lui donner des idées pour chaque partie. Donc, on va lui dire, OK, on veut un comparatif qui d'abord va examiner les batteries et les autonomies des ordinateurs. Ensuite, on va un comparatif qui va parler du poids. Et puis après, on va parler des usages et quel ordinateur est le meilleur pour quel usage, etc. Et là, on voudrait qu'il fasse la partie usage tout seul. Par contre, ce qu'on peut lui donner pour l'aider à faire ça, c'est que on peut lui dire, OK, sur cette partie, tu peux aller explorer des usages comme la bureautique, comme l'édition de médias, comme le jeu vidéo. Et ça va lui permettre de lui donner une direction dans laquelle lui, derrière, il va structurer son raisonnement et ses réponses. Et donc, c'est vraiment important de mettre au mieux les deux, mais au moins soit de la structure, soit des idées pour avoir un résultat de ChatGPT qui est cohérent avec ce qu'on a en tête. Ensuite, il faut donner un maximum de détails sur la manière dont on veut que ChatGPT travaille, sur la forme du rendu
que l'on espère pour ChatGPT. Ça peut être, par exemple, comme est-ce qu'on veut, s'il doit rédiger des emails pour nous, est-ce qu'on veut qu'il vous voit ou qu'il tutoie? Est-ce qu'on veut qu'il ait un langage très soutenu, un langage très légal pour des documents de droit, ou est-ce qu'on veut un langage déjà beaucoup plus courant, beaucoup plus familier pour écrire des SMS ou des mails à des amis à nous? Ça va être très important de lui donner quel rendu on veut. Si on veut un rendu avec où on veut des bullet points, c'est important de lui dire on veut un rendu de bullet points. Si on veut une synthèse bien structurée et paragraphe après paragraphe, ben, il faut lui donner ça pour l'aider à choisir une forme. De la même manière, si on veut un document qui soit mis en forme pour le copier-coller dans un Word, il va falloir lui dire tu dois mettre en forme ton rendu pour que je puisse le copier-coller dans un Word. Et là, il va directement mettre les bonnes étapes en place pour qu'on puisse le copier-coller. Ensuite, on va pouvoir lui demander de nous envoyer des tableaux. Et si on lui demande un tableau, il va structurer son contenu pour que ça rentre dans des tableaux et que ça soit cohérent. Donc, c'est vraiment très important de lui donner quelle forme on veut sur le rendu pour avoir une meilleure qualité de rendu. Ensuite, il va falloir lui donner de l'objectif et du contexte sur ce qu'on veut réaliser. Donc si par exemple, on vient lui donner une tâche et qu'on lui dit que cette tâche est faite dans telles conditions et que l'objectif de réutiliser son travail est pour tel besoin, ça va aussi permettre à ChatGPT d'adapter son contenu pour mieux servir notre besoin. Et là, ça va nous permettre aussi de réfléchir de manière contextuelle et beaucoup plus large que ce qu'on pourrait lui donner en ordre et en instruction directement. Donc par exemple, si on dit OK, on écrit un email pour le collège de nos enfants sont en telle classe, l'objectif ça va être de prendre cet email et de l'envoyer au professeur principal pour avoir un aménagement d'emploi du temps. Parce qu'on a eu ça comme antécédent et que on pense que faire un email sous cette forme, ça pourrait être intéressant. Là, ça va lui permettre d'avoir à la fois du contexte beaucoup plus riche pour pouvoir donner des petits détails subtils qui vont faire que son rendu va être encore plus personnalisé et aussi de s'inscrire dans un objectif plus large et d'avoir une cohérence entre ce qui a été fait dans le passé et ce qui va être fait dans le futur. Ensuite, maintenant qu'on a vu un peu comment améliorer ces prompts, on va voir comment on va utiliser des frameworks de prompts, comment on va utiliser des façons de structurer nos prompts, au-delà des informations qu'on met à l'intérieur, pour avoir de meilleurs résultats avec ChatGPT. Donc le premier framework de prompt qu'on va avoir, et celui qui est aussi le plus intuitif, ça va être le zero shot. Le zero shot, c'est on pose une question ou une problématique à ChatGPT et on le laisse se débrouiller pour avoir notre réponse. Ça va être le plus intuitif, le plus rapide et le plus simple à utiliser au quotidien. Par contre, quand on va demander des questions complexes ou des tâches complexes, on peut se retrouver avec ChatGPT qui nous donne pas forcément le rendu qu'on attendait, donc de devoir faire plusieurs essais jusqu'à atteindre le rendu qu'on voulait. Ensuite, l'autre framework qu'on peut utiliser, c'est le few shots, ou parfois qui est nommé 5 shots s'il y a 5 exemples. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ça va être améliorer la qualité des réponses et améliorer significativement la qualité des réponses de ChatGPT en lui donnant des exemples de questions-réponses similaires à la problématique qu'on lui pose. Donc par exemple, ça c'est un framework qui est utilisé sur, si vous avez vu les articles de presse ou les stats de ChatGPT sur des examens universitaires américains, et ben en fait ces résultats sont obtenus avec souvent des 5 shots framework. Donc, avant de lui donner une tâche à faire, on va lui donner 5 exemples de la tâche avec la question et la réponse attendue, ce qui va permettre à ChatGPT, entre guillemets, de réviser avant de faire sa réponse et donc de pouvoir avoir une réponse beaucoup plus pertinente et beaucoup plus précise parce qu'il va pouvoir voir un peu comment on structure son raisonnement et comment on structure son rendu avec les exemples. Après, c'est un peu plus dur à mettre en place si on vient pas l'automatiser parce que ça peut être assez long d'écrire des exemples de tâches avant de lui donner la tâche qu'on veut faire. Ensuite, il y a le General Knowledge. Ça, c'est un framework qui va se faire en 3 étapes qui va permettre à ChatGPT de prendre un peu de recul sur la question avant d'y répondre. Donc, ce framework, il peut être
combiné au framework qu'on a vu avant de Zero Shot ou Few Shots. Donc, comment ça va se passer? On va lui donner une question ou une problématique à résoudre, toujours de la même manière. Ensuite, on va lui donner un savoir général, donc qui est un savoir plus général sur le domaine que contient notre problématique, pour lui permettre de prendre du recul avant de lui donner sa réponse, demander sa réponse finale. Et ça va lui permettre de pas tomber dans certains pièges ou certains raccourcis quand on va lui poser des questions un peu tricky. Donc par exemple, on va lui dire comment fonctionne le match nul au tennis. Et puis là, on peut mettre un savoir général qui va être un peu des règles globales du tennis. Et après, on va lui demander la réponse. Et dans sa réponse, grâce aux règles globales du tennis, il va pouvoir avoir une réponse qui est plus pertinente que si on lui demandait de but en blanc. Ensuite, on va avoir un framework aussi qui est assez intéressant, qui peut être combiné avec les deux premiers, en zero shot ou en few shot, qui s'appelle le chain of thought. Donc, les chaînes de réflexion. Ça va nous permettre de demander à ChatGPT d'avoir un raisonnement intermédiaire avant d'avoir une réponse. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir gommer beaucoup des erreurs qui sont généralement faites par ChatGPT en voulant répondre trop vite, en lui demandant des étapes intermédiaires. Donc pareil, on va pouvoir lui poser une question, on va pouvoir le guider sur les étapes intermédiaires, un peu de la même manière que si on déléguait un process de réflexion ou une méthode de résolution de problèmes à une personne. On va pouvoir lui donner un peu les différentes étapes qu'elle doit valider, que ChatGPT va devoir valider avant de répondre à la question et de ensuite pouvoir répondre à la problématique. Ça va être intéressant pour deux choses. Le premier, c'est qu'on va avoir des réponses qui maintenant vont être justifiées. Donc, on va comprendre par quelles étapes est passé ChatGPT avant de répondre, ce qui peut être très intéressant pour à la fois corriger les entrées qu'on met pour automatiser des tâches, ou sinon pour prendre la réponse de ChatGPT avec plus de confiance. Et ensuite, le deuxième truc, c'est que ça va lui permettre de corriger beaucoup d'erreurs et d'approximation au fur et à mesure qu'il développe sa réflexion. Une des astuces qu'on peut faire aussi avec cette méthode, c'est qu'on peut lui poser une question classique, une problématique classique, et on peut rajouter une mention de lui dire, avant de répondre à cette question, j'aimerais que tu me fasses un raisonnement étape par étape et justifier de pourquoi tu me donnes la réponse. Et là, ça va nous permettre, en juste une phrase, sans changer le prompt qu'on met en entrée, de rentrer dans une qualité de réponse qui va être beaucoup plus impressionnante et beaucoup plus intéressante. Ensuite, on a le React Framework. C'est un framework où là, on va utiliser ChatGPT en plusieurs étapes, où on va lui réinjecter sa production pour qu'il puisse faire une boucle et avoir des réflexions beaucoup plus complexes. Et surtout, commencer à interagir avec son environnement. Donc pour ça, comment ça se passe? On va lui donner une problématique en entrée, où on peut utiliser toutes les méthodes qu'on a vues avant. Sur cette problématique, on va demander à ChatGPT de toujours réaliser 3 actions, donc qui vont être une réflexion sur la problématique, prendre une action, réaliser une action suite à cette réflexion, sur les résultats de cette action, faire une observation. Si ça suffit pas, repartir en réflexion, action, observation, boucler comme ça, jusqu'à arriver à suffisamment d'informations pour pouvoir sortir une réponse finale. Donc, dans ce framework, on va pouvoir connecter ChatGPT à travers des outils directement pour que dans la phase de réflexion, il puisse se servir des outils pour générer une action, du retour de ces outils pour faire une observation et donc de pouvoir produire sa réponse finale. Si par exemple, on lui demande de nous sortir le nombre d'habitants de la ville de naissance du mari d'Élisabeth II. Donc ça peut être une question qui est assez poussée et on va lui donner en entrée plusieurs outils comme de la recherche Google, un outil de calcul et de l'open data sur les grandes villes, la population des villes en Angleterre dans les années 1900 à 2000. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, ChatGPT va pouvoir prendre la question qu'on lui a posée. Il va dire qui est le mari de Élisabeth II. Il va
lancer une action potentiellement avec la recherche Google pour trouver le mari d'Elisabeth II. Dans l'action, il va pouvoir dire recherche Google, il va pouvoir mettre qui est le mari d'Elisabeth II dans la recherche, faire une observation, maintenant qu'il a trouvé, dire ok, le mari d'Elisabeth II est un tel, il va faire cette observation, puis il va refaire une réflexion, il va dire maintenant je dois trouver la ville de naissance de machin. Donc il va chercher la ville de naissance de machin, faire une action Google pour rechercher la ville de naissance de machin, trouver la réponse, faire une observation. Maintenant que j'ai trouvé la ville de naissance, il va falloir que je trouve le nombre d'habitants de cette ville. Et donc là, il va refaire une réflexion, puis il va savoir qu'il a un outil de l'open data pour avoir la population des villes, poser sa requête, avoir la réponse et pouvoir nous donner une réponse finale en disant ok, la ville de naissance du mari d'Elisabeth II est cette ville et son nombre d'habitants est de temps. Et là, on se rend compte qu'on va commencer à pouvoir faire parler ChatGPT avec son environnement et qu'il puisse être autonome sur les réflexions et le cheminement pour répondre à une question. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui est pour moi la plus intéressante, c'est comment on mixe ChatGPT et du code pour avoir des actions encore plus pertinentes et pousser encore plus loin les automatisations et les limites de l'intelligence artificielle. Donc, le premier truc qu'on peut se dire, c'est que pour utiliser ChatGPT avec du code, l'idéal, c'est de quitter l'interface classique d'OpenAI sur leur site internet et de passer via l'API. L'API, c'est une façon de parler à ChatGPT directement avec du code informatique qui va lui permettre de faire des questions et des réponses avec ChatGPT. Dans cette API, on a plusieurs parties. On va avoir une partie qui va être un contexte et après, on va avoir la partie messagerie. On va pouvoir lui poser des questions qui nous donnent les réponses et continuer la conversation. Le truc qui peut être intéressant dans un premier lieu, ça va être de lui ajouter du contexte dynamique. Par exemple, on sait que ChatGPT n'a pas conscience du jour que nous sommes aujourd'hui et pour lui, on est encore en septembre 2021 parce que c'est là qu'il s'est arrêté son apprentissage. Si on lui demande la date d'hier, ChatGPT va avoir beaucoup de mal à nous répondre. Par contre, si on injecte de manière dynamique dans le contexte de ChatGPT la date du jour et qu'on lui demande la date d'hier, là, ça va être beaucoup plus simple pour lui de nous répondre et il va pouvoir nous répondre immédiatement. Et donc, on va pouvoir lui donner du contexte dynamique en fonction des différentes tâches qu'on veut lui donner qui vont nous permettre d'avoir une personnalisation et un rendu beaucoup plus précis. Donc, on peut lui donner des dates, on peut lui donner des lieux, on peut lui donner nos contacts pour que quand on parle de quelqu'un, il sache de qui on parle. On peut lui donner des interlocuteurs dans une conversation et après pouvoir lui donner un transcript de conversation pour qu'il puisse comprendre quels sont les rapports entre les différents interlocuteurs, etc., etc. On peut imaginer des milliers d'usages avec ça. Ensuite, un truc qui peut être intéressant, ça va être d'optimiser des petits chats GPT par différents usages. Donc avoir un expert pour un usage A, un expert pour un usage B, un expert pour un usage C, et de pouvoir chaîner ces chats GPT dans des systèmes informatiques ou des workflows informatiques. Donc, comment ça va se passer? Ça va se passer en plusieurs étapes. Déjà, il faut avoir nos agents qui sont spécialisés dans des tâches. Et ensuite, il va falloir que ChatGPT nous réponde avec des formats qui sont utilisables par du code. Donc, on peut lui demander de nous renvoyer un JSON qui va être utilisé derrière dans notre code ou des CSV pour être utilisés dans un Excel, etc. Et donc là, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir automatiser des bouts de process avec des agents de ChatGPT spécialisés et aussi transformer de la donnée entre deux process qui auraient eu beaucoup de mal à communiquer avant. Imaginons qu'on ait un répondeur avec des gens qui nous laissent des messages. On peut prendre ce répondeur, l'envoyer dans ChatGPT pour nous classifier des tickets support, le classifier en ticket support, ensuite l'envoyer sous forme de JSON dans un Zendesk pour qu'il soit traité dans le Zendesk, et pour les tickets potentiellement de niveau 1, pouvoir dire à un autre agent de ChatGPT, OK, quand tu as pris ce ticket de Zendesk, essaye de trouver une réponse pour le client et lui renvoyer par email. Donc, il va prendre le ticket, travailler sa réponse, et là, on va pouvoir reprendre son résultat, le mettre dans un JSON pour l'envoyer en email et donc automatiser des process beaucoup plus complexes avec des agents spécialisés au milieu de chaque étape. Ensuite, un truc qui peut être très intéressant, ça va être de changer l'interface de ChatGPT. Donc, l'interface d'OpenAI est très bien pour un point de vue conversationnel. Par contre, ça peut être intéressant de changer l'interface pour pouvoir lui transmettre des métadatas plus facilement. Par exemple, lui dire, OK, là, tu as un ChatGPT
qui existe suite à un formulaire et lui donner les données qui ont été saisies dans le formulaire en contexte pour qu'il soit plus pertinent dans la discussion. On va pouvoir l'utiliser avec des interfaces qui seraient potentiellement en images, qui seraient vocales. Par exemple, un des outils qu'on développe dans le studio, c'est une extension Chrome qui permet de parler à ChatGPT. On s'est rendu compte qu'avec l'interface vocale, ça va nous permettre de passer moins de temps à exprimer nos idées à ChatGPT et donc d'être beaucoup plus généreux dans les contextes et le nombre d'informations qu'on envoie à ChatGPT. Et grâce à ça, on se retrouve avec des prompts de meilleure qualité et on se retrouve aussi avec une interface avec ChatGPT qui est beaucoup plus rapide. Parce qu'il suffit qu'on ait une idée, on l'a dit en 3 minutes par exemple, et on laisse ChatGPT se débrouiller. Si on avait dû le faire à l'écrit, on aurait peut-être passé 10-15 minutes à écrire notre idée avant de pouvoir la déléguer à ChatGPT. Aussi, le fait de changer d'interface, ça va nous permettre d'envoyer plusieurs tâches potentiellement en parallèle à ChatGPT. Ou ensuite, un truc qui peut être intéressant, c'est d'utiliser un contexte dynamique de ChatGPT et de relancer cette action à intervalles de temps séparés. Et donc potentiellement, il va y avoir une réflexion qui est différente à chaque instant. Si on demande à ChatGPT de nous faire par exemple un planning de vacances et que à chaque fois qu'on le rappelle, donc chaque jour nous donner le planning du jour, chaque jour on va l'appeler et on va changer son contexte en lui donnant la date du jour, le calendrier des événements dans la ville où on est, le lieu où on est et la météo. Eh ben, on peut demander à ChatGPT à ce moment-là de nous créer un programme et on va se rendre compte que chaque jour, en utilisant exactement le même prompt et le même outil de ChatGPT et les mêmes contextes de ChatGPT, on va avoir des résultats qui sont différents et qui sont pertinents pour nous. On peut l'utiliser par exemple aussi pour de la rédaction d'articles de blog et de dire ok, ben chaque semaine on veut que ChatGPT nous rédige un article de blog et on va le rappeler avec les articles qu'on a déjà écrits, les nouvelles positions sur les mots-clés qu'on a récupérés et potentiellement les news de la semaine pour qu'il nous réalise un article de blog à chaque fois unique et très adapté au contexte dans lequel il est lancé. Donc, en conclusion, on a vu plusieurs choses. On a vu d'abord pour améliorer ses prompts qu'il fallait donner des ordres et être le plus précis dans ses ordres avec ChatGPT. Qu'on pouvait lui donner du contexte assez large sur l'usage qu'on allait avoir de lui pour qu'il puisse s'adapter aussi en termes de comportement et lui donner l'objectif du rendu pour qu'il soit le plus précis dans le rendu qu'il nous donne et qu'on puisse le réexploiter. Ensuite, on a vu plusieurs frameworks. On a vu les zero et les few shots qui permettent de soit donner un contexte brut et demander à ChatGPT de se débrouiller ou de donner plusieurs exemples pour lui permettre de réviser avant de nous faire une réponse. On a vu le chain of thought et le React qui nous permettent d'avoir des raisonnements beaucoup plus poussés et complexes de ChatGPT directement avec les frameworks. Et ensuite, dans la troisième partie, on a vu qu'on pouvait donner du contexte dynamique avec ChatGPT. On pouvait changer son interface pour avoir une interface vocale beaucoup plus naturelle. On pouvait l'utiliser en middleware, c'est-à-dire au milieu de process informatiques pour permettre de faire un lien qui aurait dû être fait manuellement entre plusieurs outils et pouvoir automatiser entièrement des processus et qu'on pouvait lui donner une exécution répétitive à intervalles espacés pour avoir des rendus qui étaient différents pour peu qu'on ait un contexte dynamique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez besoin d'un développement expert, sachez qu'on tient une agence de développement avec ChatGPT et qu'on aide les entreprises à être plus performantes et à optimiser leurs opérations avec ChatGPT. Donc tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, si jamais vous avez des besoins ou des usages que ça vous inspire pour votre entreprise ou pour votre logiciel, n'hésitez pas à vous contacter et on pourra vous aider. Si jamais vous avez aussi besoin de l'extension dont j'ai parlé pendant cette vidéo, elle est disponible en description et vous pouvez l'essayer, la télécharger pour vos usages personnels. Salut!